entreprise. Donc, est-ce que le fait de vouloir tout de suite intégrer une grande entreprise ne, ne favorisait pas une, une intelligence émotionnelle qu'on ne pourra pas maîtriser, ou bien faut-il se dire, bon, ok, j'ai l'opportunité d'intégrer une grande entreprise, je le fais. Même si je tiens compte de ce que vient de dire monsieur Olivier, il faudrait intégrer une grande entreprise pour pouvoir avoir plus de chances d'être formé. Donc, donc c'est ça ma question. Ok. Si j'ai bien cerné, c'est est-ce que le niveau de pression n'est pas fonction du niveau de la boîte, c'est ça? C'est bien ça? Oui, c'est ça. Ok. Monsieur Octave Zambier, monsieur Giraud. Ok, d'accord. Monsieur Yao Kevin, votre question est bien reçue et bienvenue d'ailleurs. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas toutefois évident. C'est pas forcément parce que dans les petites entreprises, il n'y a pas du boulot. Hein. Parfois, c'est une mentalité que nous, les jeunes diplômés, nous avons. On veut tout de suite rentrer dans les grandes entreprises parce qu'ils ont de la renommée. Mais alors qu'en début de carrière, ce n'est pas une question de grande entreprise qui compte, c'est la compétence qui compte. On peut rentrer dans une petite entreprise et apprendre beaucoup de choses, plus que même dans les grandes entreprises, parce que justement, même quand tu rentres dans les grandes entreprises pour faire des stages, on va pas te donner on va pas te montrer certains dossiers, on va te laisser faire certaines choses. Tu seras en train de voir, mais la pratique vraie, c'est dans les petites entreprises. Et les petites entreprises ont des dossiers. Faut qu'on le dise. Et un constat frappant dans le domaine maritime, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises, de petites entreprises qui sont cachées. Je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, mais chez nous au Togo, comme je suis entré dans la boîte actuelle dans laquelle je suis, puisque je suis dans le département commercial, j'ai constaté qu'il y a plus de, il y a plus de 10 000 entreprises dans le secteur maritime. Mais tu ne vas pas connaître, c'est quand on va pour faire les prospections pour rencontrer les DG que tu vois que les entreprises sont dans des petites maisons et tout. Mais puisque le domaine, c'est le commerce international, ils travaillent en ligne. La pression est pareille. Donc, c'est vrai que je pense que à chacun l'opportunité qui s'ouvre à lui. Et peu importe le niveau, que ce soit dans les petites entreprises comme dans les grandes entreprises, il faut avoir l'intelligence émotionnelle pour ajouter à ce que l'aîné venait de dire. En tout cas, c'est toujours bien d'intégrer les grandes boîtes pour vivre ce qu'on appelle la pression. Comme on met sur le CV, j'ai la pression, travail sous pression. Comme moi j'ai fait AGL, Africa Global Logistics, c'est là-bas j'ai compris ce qu'on appelle travail sous pression parce que déjà là-bas, vous ne touchez pas à votre téléphone et il faut savoir le supporter. Maintenant, comment prendre des informations, même s'il est responsable, il faut avoir l'intelligence émotionnelle parce que nous faisions un stage pour rédiger nos mémoires. Pour avoir l'information, c'est vraiment verrouillé. Il faut avoir une certaine façon d'aborder ton chef pour qu'il puisse même te donner l'information. Mais si tu dis juste, chef, s'il vous plaît, comment on fait ceci, il ne va pas vous donner. Il faut savoir l'amener, comment tu vas faire jusqu'à avoir l'information. C'est comme ça. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Octave. Maintenant, pour ajouter à tout ce qui vient d'aider, la pression, comme j'ai dit, nous, en tant que jeunes, c'est nous-mêmes qui nous mettons plus de pression, surtout quand nous sommes dans les grosses boîtes. Moi, par exemple, j'ai eu la chance de faire mon premier stage chez Abidjan Terminal, je suis allé à AGL, et ensuite passé chez Musk. À Abidjan Terminal, il n'y avait pas, je vais dire, la pression en tant que telle. C'est plutôt moi, en tant que nouveau, en tant que jeune, qui me mettais la pression, en fait, de vouloir tout prouver, de vouloir tout faire, d'être en même temps partout, en fait. Donc, que ça soit une petite, comme Kojo et Lansé a demandé, que ça soit une petite ou une grande entreprise, vous pouvez être dans une grande entreprise où il n'y a pratiquement pas de pression, mais vous pouvez être dans une petite entreprise où la pression est vraiment, vraiment là. Donc, comme j'ai dit, il faut savoir gérer son temps, gérer, c'est-à-dire ses tâches. C'est vrai que nous avons de l'énergie, mais il faut savoir, en tout cas, se fixer des limites. C'est ce qui va nous permettre, en fait, de prendre soin et de notre santé mentale et de tout ce qui va avec, en fait. Donc, quelle que soit l'entreprise, c'est à nous de ne pas nous mettre cette pression-là et dire que si on est là, c'est parce qu'on a les capacités et qu'on peut le faire, en fait. Ok. Merci beaucoup, Octave Zambier. Nous allons prendre la dernière question de cette série-là, de Patricia. Patricia, vas-y. Oui, alors, ce n'était pas une question, c'était pour ajouter quelque chose à ce que les autres participants ont déjà dit. Donc, ce que je vais ajouter, c'est que tous les jeunes diplômés, nous voulons tous travailler, mais est-ce que nous sommes prêts à travailler? Parce que le milieu professionnel, pour entrer dans le milieu professionnel, c'est également ces deux endroits différents, l'école et le milieu professionnel. Donc, pour entrer dans le milieu professionnel, il faut se préparer. La gestion des priorités. Est-ce que vous êtes capable de prioriser? Est-ce que vous êtes capable de gérer les tâches en fonction des humeurs des managers? Est-ce que vous êtes capable de recevoir des feedbacks durs, des feedbacks méchants? Et les feedbacks, par exemple, sur n'importe quel aspect. Ça peut être sur votre tenue vestimentaire, sur votre manière d'être. En fait, en entreprise, il faut vraiment être calé émotionnellement. Est-ce que vous êtes recevoir ces feedbacks-là? Moi, par exemple, j'ai reçu beaucoup de feedback, par exemple, sur le simple fait d'être calme. Tu reçois des feedbacks sur tes tenues vestimentaires, même si toi, intérieurement, tu penses que tu es parfait, tu es perfect. Mais il faut se préparer à tout ça. Est-ce que vous êtes capable de recevoir, de reconnaître, par exemple, la culture de l'entreprise qu'on ne dit pas? En entreprise, il y a des codes qu'on ne dit pas. Il y a des politiques internes. Dans mon entreprise actuelle, il y a des managers ou des aînés qui m'ont dit, quand tu vas comprendre comment ça fonctionne l'entreprise, tu pourrais être capable de bien gérer. Donc, est-ce que vous êtes capable de recevoir des notes ou bien des évaluations? Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même en entreprise, on évalue. En entreprise, on appelle ça les évaluations de performance. Dans les études, c'était des compositions, des évaluations aussi. Mais sauf qu'en entreprise, c'est aussi dur. Donc, ceux qui n'aiment pas les évaluations à l'école, même en entreprise, on évalue. Et c'est très compliqué, par exemple, de gérer les notes au sein de l'entreprise. On t'évalue, après, on te donne d'autres objectifs. Donc, en fait, c'est pour dire que même pour entrer dans Paris, émotionnellement, physiquement, mentalement, spirituellement même. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Ok, merci beaucoup, Patricia.
Nous allons prendre 2 autres questions et on va poursuivre. Il y a Madame Nyanda. Nyanda, voilà. Vous pouvez ouvrir votre micro. Bonsoir à tous. Bonsoir. Enfin, je suis Kwanyanda Ange Désiré, élève en 2e année de transport multimodal à l'Académie régionale. Alors, ma question est pour Monsieur Adiamonon. Okay. Il a dit que lorsqu'il a fini la 3e année, bon, il a fait environ 1 semaine et il a commencé le travail. Donc, ça m'a un peu fatigué. Donc, ma question est la suivante. Quel conseil donnerez-vous aux élèves que nous sommes qui sont encore à l'école pour mieux se préparer aux réalités du marché du travail? Ok. Concernant cette question, Denis, s'il vous plaît, si vous le permettez, on va la laisser à la fin parce que moi, chez cette question, on aura le temps de revenir dessus. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup pour votre question. Monsieur Niquez, vous pouvez ouvrir votre micro. Ah bon, il y a Monsieur Octave Zamblé qui aimerait rebondir. Octave, vas-y. C'était par rapport à la question de Nyanda, là. Mais je pense que, bon, déjà, en parlant de repos, tout ça, moi, je prends mon exemple. Moi, après l'école, j'étais dans une phase de convalescence. Donc, j'ai pratiquement fait 3 mois, tout et tout. Et quand j'ai commencé en octobre chez AGL, comme il a dit, il n'y a pas de repos. Donc, dès que je suis quitté dans ma convalescence nette, en pleine convalescence, je cherchais du boulot. Donc, pendant ce temps, je suis rentré en même temps en entreprise. Et quand j'ai quitté Abidjan Terminal pour passer chez Musk, je n'ai pas eu de repos. C'est comme si j'ai quitté, par exemple, Abidjan Terminal le vendredi 11 avril et j'ai commencé à Musk le 12 avril. Wow. Donc, voilà. Donc, comme conseil, ce que je peux dire, c'est de trouver en tout cas un consensus. Voilà, même si on change d'entreprise, même si on doit rentrer, se donner quand même un petit temps de repos parce qu'on fait quasiment 3 années, 5 années d'études. C'est vraiment intense. Donc, c'est à cause de tout ça que j'ai appris en fait que se relaxer, c'est pas mauvais. Se relaxer, c'est vraiment quelque chose d'important en fait pour notre vie. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, monsieur Zamblé. Nous allons donc prendre la question de monsieur Niquez. Bonsoir Marie-Ange, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, monsieur. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend parfaitement. D'accord, donc déjà heureux de faire partie de ce panel-là. Voilà, et merci à Cyril Wendaogo aussi qui nous a fait plaisir. Donc, ce n'est pas vraiment une question pour moi. Je voulais commenter les différentes interventions des panélistes d'entrée des jeux et puis m'attarder légèrement sur la question qui concerne l'intelligence, j'ai envie de dire, émotionnelle. Voilà. Donc, il faut dire que, enfin, je vais juste prendre le thème de notre rencontre ce soir, les attentes des études. Comme tout jeune, avant de commencer à intégrer le milieu professionnel, on est tous enthousiasmés par l'idée de trouver du travail, de prouver, voilà, de ressortir tout de suite nos lauriers, nos résultats scolaires et tout. Donc, le premier choc, c'est la désillusion. Voilà, moi, je vais juste donner une anecdote. Quand je commençais mes débuts en tant que stagiaire à Unilever Afrique francophone, j'arrive et mon manager d'antan me dit, ici, il n'y a pas fait d'ingénieur, hein, tu seras aux archives. Voilà, donc, au lieu de recevoir un choc, c'est ça. J'étais préparé mentalement et je me dis, mais tiens, c'est justement là-bas que je vais prendre connaissance avec tous les documents qui a trait à mon domaine d'activité, par exemple. Mais je vous assure que j'en ai rigolé le soir que je suis arrivé à la maison parce que je suis ingénieur, transport maritime, activité portuaire, logistique, bon, vous voyez le CV un peu, voilà, avec tout ce qu'on a appris. Et tu arrives le premier jour de ton stage, on te dit, tu seras aux archives. Mais dis donc. C'est le choc. Voilà, le choc. Mais comme je l'ai dit tantôt, l'enthousiasme qu'on a de pouvoir prouver, voilà, fait qu'on a tendance, de façon innocente, à vouloir s'adapter tout de suite à ce qu'on nous présente. Même si on a envie de balayer l'entrée de l'entreprise. On va le faire. Voilà, parce qu'on a l'idée d'entrer en tant que stagiaire et l'objectif qui est nourri depuis l'école, c'est de trouver un emploi après avoir prouvé pendant son stage. Du coup, on ne regarde pas vraiment les différentes tâches que nos responsables vont nous donner et tout. Voilà, donc c'était pour faire le lien entre les attentes des études, voilà, par rapport à ce que dit le thème. Voilà, c'est dire que on ne va pas se voiler la face. Les attentes après les études, c'est d'avoir, voilà, une situation stable. Voilà. Et là où il y a une différence, c'est comment est-ce que l'intégration se fait. D'abord en tant que stagiaire. Donc pour être convaincant, pour pouvoir prouver, il faut avoir croisé des responsables directs qui déjà connaissent le métier et qui ont l'amabilité de vous transmettre leur savoir. Parce qu'il y a des relations entre subalternes et supérieurs, par exemple, qui ne gagnent pas. Voilà, malheureusement, il y a beaucoup de nos jeunes frères, il y a beaucoup d'anciens qui en ont payé les frais, malheureusement. Il y en a aussi, quand tu le rentres, les différents challenges et le fait qu'ils aient un responsable qui ait l'amour du métier, qui ait l'amour de transmettre le savoir, déjà leur permet d'être efficace sans le savoir. Parce que
on va pas ouvrir son cahier chaque matin en entreprise. Voilà, je suis désolé. C'est ça. C'est carrément, j'ai envie de dire, deux horizons différents. Voilà, deux manières différentes. Et Olivier a dit, il faut se formater carrément de son ancienne vie, comme Olivier l'a dit, afin de pouvoir se replanifier une nouvelle vie. Donc, là où ça va coincer, c'est que les sacrifices qu'on avait avant d'intégrer le milieu professionnel peuvent devenir, j'ai envie de dire, peuvent avoir des inconvénients sur nous, en fait, après. Voilà, parce que là, je prends maintenant votre deuxième partie du thème, qui est la réalité du monde professionnel. Et cette réalité-là, on la découvre vraiment quand on est embauché. Parce que quand on est stagiaire, on a l'enthousiasme de vouloir prouver, de vouloir apprendre surtout. Parce que moi, à chaque fois que mes supérieurs me demandaient comment est-ce que ça va, comment tu trouves le travail, je leur répondais toujours, tant que j'apprends quelque chose de nouveau, ça me va. Bon, là, je suis encore stagiaire, vous comprenez. Voilà. Et après que vous êtes embauché, c'est là que vous vous rendez compte que à côté du travail, à côté du milieu professionnel, vous avez aussi une vie, vous avez une famille, vous avez, j'ai envie de dire, une santé à entretenir. Et le rapport des deux devient souvent un peu plus difficile parce qu'il y a un sacrifice supplémentaire que vous devez faire. Comme toi-même, je crois qu'il y a une intervenante, je crois que c'est celui qui est en France là, je n'ai pas bien retenu le nom, il a dit tout à l'heure qu'il y a plusieurs aspects à gérer. Il faut gérer les émotions, il faut gérer les résultats, il faut gérer soi-même, c'est-à-dire que sa personne, de façon, j'ai envie de dire, introspective, comment vous-même vous êtes émotionnellement. Merci. Voilà, parce que, voilà, donc, désolé si je ne vais pas trop continuer, mais les sacrifices qu'on a à faire font beaucoup de différence. Merci. Voilà, donc, c'est très enrichissant. Nous allons... Merci. Il y a mademoiselle Patricia qui aimerait rebondir. Est-elle là? Allô? Oui. Rebondir sur quoi? J'ai été coupée un moment. Vous n'avez pas levé la main? Non, non. Okay, pas de problème. Donc, nous allons prendre la question de M. Assi Wilfred. Rebondir sur quoi? Monsieur Assi, vous avez levé la main? Alors, vous me recevez? Nous vous recevons. Ok, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Très bien. D'accord, ok. Bon, je vous ai pris en cours dans le séminaire. Je venais juste à peine de tomber. J'ai entendu un mot qui directement. Vous me recevez? C'est pour une question? Non, pas pour une question, c'est pour, je veux dire, donner moi-même une réalité que j'ai vécue. Pour partager, pour renchérir l'idée de lancer à dire mon nom et bon, les autres qui ont contribué. Concernant les partages d'expérience et tout, nous aurons une partie à la fin. Pour le moment, nous prenons que les questions. Ah d'accord, il n'y a pas de souci, Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous voudriez rebondir? Vous avez levé la main. Monsieur Jérôme? Oui, je voulais rebondir, mais on va poursuivre avec les questions, après tout, on va y revenir. D'accord. Vraiment, merci pour votre participation. Ça montre que le sujet nous intéresse véritablement. Cette première partie a révélé l'écart abyssal entre ce que l'école prépare et ce que l'entreprise exige. Au-delà des compétences techniques, ce sont des qualités humaines, comme la résilience, l'intelligence émotionnelle et la capacité à s'adapter qui font souvent la différence. Alors, comment faire face à ces réalités? C'est ce que nous allons explorer maintenant dans cette seconde partie et nous tourner vers les solutions. Nous allons donc commencer avec Monsieur Zamblé. Comment faire face à la pression? Vous avez parlé de l'importance de vraiment faire attention pour ne pas entrer dans un cercle vicieux, mais comment véritablement faire face? Quels sont vos secrets pour faire face à la pression, pour ne pas se perdre soi-même et pour surtout éviter les burn-out? Merci pour cette question. De ma petite expérience, il faut comprendre qu'il faut être relax. Okay. D'abord, c'est vrai que c'est le travail, on a une obligation de résultat, mais il faut vraiment relativiser les choses. Voilà, on n'est pas, je vais dire, à la fin du monde en fait. Si on ne réussit pas une tâche, si on ne finit pas une tâche dans le temps, ça ne sera pas la fin du monde. Donc d'abord, nous-mêmes, de manière personnelle, il va falloir que nous relativisons. Maintenant, lorsque la pression vient de notre hiérarchie directe ou bien du client et autres, comme j'ai dit, il faut relativiser en tout temps. Donc le client forcément, ou bien le patron forcément, il y a une requête. Il y a une requête qui veut être traitée en urgence ou un truc d'urgence. Si par exemple, il y a 2 ou 3 dossiers ou 4 dossiers à faire, ce qu'il faut faire pour limiter la pression déjà, c'est de faire par exemple sur 4, tu fais 2. Voilà, sur 4, tu fais 2, sur 2, tu fais 1 d'abord. Et après, tu pourras faire l'autre. Donc ça va permettre déjà à la personne de pouvoir se tranquilliser parce que cette personne saura automatiquement que vous êtes en train d'exécuter en fait sa tâche. Je prends mon exemple, par exemple, j'ai fait que le front office de Abidjan Terminal. Ça signifie le front office pour ceux qui ne savent pas. Le front office, c'est un bureau ou bien c'est un guichet qui est en contact direct avec les clients. Okay. Donc, moi, j'ai été en contact avec les clients dans les différents services de facturation. Okay. Voilà. Vu que j'ai fait la facturation import, export
Et maintenant, je suis à l'import chez Musk. Donc, par exemple, les clients, en général, dans 2 dossiers, 3 dossiers, 5 dossiers, et selon les délais et autres, ils vous mettent une certaine pression. Donc, comme j'ai dit, il va falloir faire beaucoup de communication avec le client. Il va falloir beaucoup être bienveillant et utiliser les propos justes pour pouvoir calmer à chaque fois le client. C'est à vous de montrer au client que vous n'êtes pas paniqué, quelle que soit la situation. Parce que dès qu'il sentira que vous êtes stressé, vous êtes paniqué, ça va devenir encore pire. Encore pire. Donc, vous devez avoir, je vais dire, ce calme olympien là, en vous. Vous dire que non, ça va. Moi, par exemple, quand je suis vraiment débordé, je vois des clients, par exemple, dans 5 dossiers, 6 dossiers, que je suis vraiment débordé, j'anticipe directement. J'appelle le client, je lui dis, oui, il y a ton dossier qui est là, ça fait un bon bout de temps, ou bien ça fait 2 jours, je vois que c'est pas traité, ou bien ça fait plus de 3 heures que c'est pas traité. Je suis dessus, hein. Par exemple, je lui dis, par exemple, le nom du client qui est là, je lui dis, ah, c'est ton numéro bien qui est là. Il va dire, oui, oui. Voilà, tu vois que je suis dessus déjà, donc c'est pas la peine de, voilà, je gère déjà. Donc, quand c'est comme ça, le client, il se calme déjà. Et c'est qu'on est en train de faire sa chose. Et quand tu donnes surtout un délai au client, il faut respecter le délai. Donc, si tu vois que tu n'arrives pas à respecter, appelle-le directement pour calmer, en fait, pour baisser toute forme de pression, en fait. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Octave. Mademoiselle Taslim, pouvez-vous nous parler de comment avez-vous pu vous imposer dans votre métier? Déjà, vous avez fait l'Académie des mères à majorité. Dans la classe, je suppose que c'était à majorité des hommes. Vous venez maintenant en entreprise. Ce n'est plus la notion de camarades de classe, mais maintenant, ce sont des collègues. Comment avez-vous réussi à vous imposer? Comment avez-vous réussi à faire valoir vos capacités au-delà de ce que vous êtes simplement une femme? Merci Marie-Ange pour la question. D'abord, il faut savoir que au début, forcément, on se pose des questions. Naturellement. On a des doutes. Mais avec le temps, j'ai compris en fait que si je suis dans ce domaine-là, si je suis à ce poste-là, c'est grâce à mes compétences. Exactement. Donc déjà, il faut enlever déjà de la tête que c'est vrai que je suis une femme, ce sont des hommes et tout. Il faut savoir que on est dans une entreprise pour le travail. C'est grâce au travail qu'on fait qu'on est rémunéré. Exactement. Voilà. Donc, je peux dire que ce sont les compétences, les qualités, en fait, qui m'ont permis de pouvoir briser cette barrière, en fait. De me dire que oui, je suis entre plusieurs hommes et tout. Donc, c'est un peu ça. Oui. Vous n'avez jamais été intimidée? Intimidée, oui, plusieurs fois. Mais ça, c'était au début. Quand j'avais des doutes, quand je me posais des questions et tout. Mais en fait, dans cette situation-là, il faut vraiment éviter de faire savoir aux autres que, par exemple, j'ai peur ou bien ils m'intimident et tout. Voilà. Il faut savoir prendre la parole, donner son avis. Et puis surtout, pendant les opérations, tu peux avoir une idée, mais quand tu te rends compte que oui, je suis la seule femme, est-ce que quand je vais donner mon idée, ça va compter et tout? Il faut enlever ça de la tête. Il faut enlever ça de la tête. La mentalité. Voilà, la mentalité. En entreprise, ce sont les compétences, ce sont les qualités, c'est la rigueur. Et il faut savoir prendre ses responsabilités. Évitons de dire oui, je suis une femme et tout. Voilà. Nous devons éviter la victimisation intempestive en tant que femme. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Monsieur Ndeko, pouvez-vous nous raconter une situation où les soft skills vous ont véritablement aidé à sortir de quelque chose dans votre vie professionnelle? Où là, vous n'avez pas eu besoin de hard skills, vous n'avez pas eu besoin de compétences, de maîtrise d'Excel, mais véritablement de soft skills. D'accord, merci beaucoup. Je pense que quand vous dites ça, la première chose qui me vient, moi je pense que c'est la langue. La langue. Et avant même de parler de la communication, il faut parler de la langue, l'anglais. Parce que là où moi je suis actuellement, et à l'entretien, on t'appelle, vous parlez le français, et puis on te dit, est-ce qu'on peut aller en anglais? Et vous commencez directement à parler l'anglais. Donc, si tu mets sur ton CV que tu parles anglais et que tu ne sais pas parler l'anglais, tu es foutu en même temps. Maintenant, l'autre chose, c'est que, en tout cas, moi je pense qu'au-delà des... J'ai une perception différente sur les métiers de la mer aujourd'hui. Je pense qu'à l'école, on donne juste des idées de ce qu'est le métier de la mer. C'est-à-dire qu'on te dit, ça, c'est les conteneurs, ça, c'est la manutention, c'est comme ça se passe, si. Les métiers de la mer, c'est comme, je pense qu'aujourd'hui, je pense aujourd'hui comme, c'est comme la coiffure. Il faut apprendre comment tresser une personne. À l'école, on te dit que ça, c'est la tresse. Mais comment tresser, c'est sur le terrain. Parce que, de par mon expérience, j'ai passé par pas mal d'entreprises déjà, mais je vois que les choses différentes, chaque entreprise a sa procédure de faire. Et puis, les choses, c'est vraiment différent. Donc, actuellement, le soft skill le plus important pour tout maritimiste, c'est l'anglais. Parce qu'on communique chaque jour avec les clients, même les entreprises locaux, ben, ils ne vous envoient pas les factures en français. Les factures, c'est en anglais. Tout se passe en anglais. Donc, ce soft skill-là, c'est très important. Maintenant, au-delà de ça même, et puisque c'est un domaine international qui exige qu'il faut avoir des contacts de par le monde, parce que parfois il y a des clients qui sont au Cameroun, qui sont, je ne sais pas, à Dakar, qui veulent acheminer des marchandises, même au niveau de Lagos et tout, ils ont besoin d'avoir une correspondance ici qui va acheminer les marchandises. Si la personne n'a pas de contact, il ne peut pas discuter avec la personne. Donc là, il faut aussi apprendre à réseauter, à garder les contacts, parce que ce sont des soft skills, savoir réseauter, c'est important. Par exemple, tu es sur LinkedIn, tu dis que tu es dans le secteur maritime, ben, si tu ne veux pas parler l'anglais ou tu ne sais pas comment aborder ceux qui sont devant toi et garder un contact pour que si un jour tu as besoin d'une opération de l'autre côté, dans tel pays, voilà, c'est très important. Et surtout, au-delà de ça, je pense que, comment dit-on,
il faut aussi en entreprise savoir que, comme l'aîné a dit à mon nom, autant pour moi si j'appelle bien le nom, elle a dit, dans les grandes entreprises, ce n'est pas forcément à cause du diplôme qu'on t'embauche. En tout cas, la réalité, c'est que dans nos entreprises, en tout cas, moi, mes constats, il y a beaucoup de chefs ne sont pas ceux qui sont les plus diplômés. Ce sont des personnes peut-être qui ont plus d'expérience et peut-être qui ont été propulsés pour avoir été légèrement favorisés. Donc, pour impressionner parfois le recruteur ou bien les chefs, c'est qu'il faut essayer d'appliquer ces talents hors que ce qu'on a appris à l'école. Moi, par exemple, c'est une anecdote, hein, quand je voulais une information sur AGL lorsque j'étais là-bas, je n'ai jamais eu l'information. Tous mes collègues n'ont jamais eu l'information. Moi, c'est la dernière semaine où je devais quitter là-bas que j'ai eu l'information. Parce que quoi, je venais à faire certains travaux personnels des compétences, des soft skills personnels que j'avais, je rendais ces services-là à mon chef. Pardon? Vous nous parler de ces soft skills-là? Par exemple, comment dit-on, la planification, c'est un petit truc de faire la planification et tout, ou bien faire le design. Il a besoin de faire un truc, faire des petites affiches pour lui. Ce sont des petits trucs qui restent, qui permettent que quand il a besoin il faut il va te livrer facilement cette information-là. Mais je reviens toujours sur la question de l'anglais. S'il y a quelqu'un parmi nous ici qui n'aime pas l'anglais ou bien ne comprend pas l'anglais, qu'il s'assure que les métiers de la mère ne sont pas faits pour lui. Merci. Monsieur Jérôme, votre intervention a été très riche et j'en profite aussi pour vraiment insister là-dessus. Avant, lorsqu'on était à l'école, l'anglais était une matière. On allait considérer l'anglais comme hard skill, c'est-à-dire normalement c'est une matière, c'est quelque chose qu'on apprend à l'école. Mais aujourd'hui, en 2025 particulièrement, l'anglais devient comme un soft skill, c'est quelque chose que chaque personne dans chaque domaine est censée maîtriser, que ce soit dans le domaine de la finance, de la comptabilité, même du droit. On est censé maîtriser l'anglais, pas seulement dans notre domaine ici, c'est-à-dire la logistique, le transport et autres. Et surtout, n'ayez pas peur, surtout du dernier conseil de M. Jérôme, c'est-à-dire qui n'est pas prêt en anglais ne doit pas s'engager dans la logistique. Tout le monde peut s'engager dans la logistique, on ne finit jamais d'apprendre et voilà. Nous allons donc passer à la 4e question. Nous allons la poser à mademoiselle Patricia. OK. Comment gérer le décalage entre les processus parfaits appris à l'école et les réalités du terrain? À l'école, on nous apprend à faire des opérations. Tu fais ci, ça te donne ça. Sur le terrain, c'est toute autre chose, je suppose. Comment gérer ces décalages-là? Alors, c'est une question un peu dure quand même, mais je vais répondre de manière terre à terre au vu de mon expérience personnelle. Donc, avant tout, je vais d'abord ajouter quelque chose concernant les soft skills qu'il faut avoir en entreprise. Donc, c'est ça qui va me permettre après de répondre à la question posée Marie-Ange. Donc, l'une des compétences, l'un des soft skills qu'il faut absolument avoir en entreprise, c'est de savoir communiquer clairement. C'est-à-dire que tu es capable de poser un problème direct, de parler clairement avec ton manager, de lui poser des contraintes, de donner des informations sur ce que tu fais. Par exemple, si on t'a donné un travail, tu es capable toi-même, sans qu'on ne te relance, de voir ton manager et de lui donner des informations sur le travail que tu es en train de faire, de lui donner tes contraintes de manière à ce qu'on ne te relance pas tout le temps. Donc, il faut être capable de communiquer clairement. Si tu as des blocages, tu communiques. Tu n'attends pas qu'on vienne vers toi et après qu'on se rende compte que tu ne peux pas avancer parce que tu as des blocages et tu ne sais pas comment. Donc, ça me pousse à répondre à la question que tu m'as posée en disant que comment gérer le décalage entre les processus parfaits et l'entreprise. Personnellement, j'ai fait face à cela, mais ce que j'ai fait pour trouver une solution à ça, c'est que quand on me donne une tâche en fait, c'est vrai qu'on a appris à l'école, et à l'école c'est de manière théorique. Moi j'ai, comment je peux dire ça, tu peux demander directement à ton manager comment est-ce qu'il veut que tu fasses la tâche. Quels sont les résultats qu'il attend de toi? C'est comme ça que tu réussis à casser la théorie et la pratique. Tu demandes la conduite à faire, tu demandes le processus pour le faire, tu demandes les résultats qu'on attend de toi. Donc, il faut pas faire les choses de manière théorique. Ok, j'ai appris ça à l'école, je vais faire comme je connais à l'école. Il faut savoir poser des questions, poser des bonnes questions, demander des conseils, demander aux personnes qui sont là avant toi, parce que certainement, tu ne travailles pas seul, tu travailles avec d'autres, des personnes qui sont là depuis 2 ans, 3 ans, 5 ans. Demander de l'aide, par exemple. C'est très important. Okay. Moi, quand je suis arrivée en entreprise, j'avais beaucoup de mal à demander de l'aide. Et après, il y a un problème qui me bloquait dans mes tâches. Parce que quand tu ne demandes pas de l'aide et que tu n'arrives pas à avancer, ça t'empêche en fait. Ok. Vous êtes là? Si on demande de l'aide, quelqu'un peut te pousser une petite information, un conseil qui te... Allô? Oui. Donc, il faut demander de l'aide aux personnes qui sont là depuis, demander comment on fait une tâche, demander les résultats qu'on attend de ton manager. Ok, merci beaucoup, mademoiselle Patricia. Je pense qu'elle a un problème de connexion. Merci beaucoup pour son... Même si... Allô? Allô? Vous m'écoutez? Oui, on entend. D'accord. Okay. La prochaine question s'adresse à M. Kwasi. Voilà, M. Kwasi, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui est assez découragé par les réalités rencontrées, par l'environnement toxique?
Eh bien, merci beaucoup, Marie-Ange, pour la parole. Bon, en guise de conseil, je pourrais dire qu'il faut accepter déjà le choc. C'est normal. Pour tout débutant, il est impératif d'accepter le choc. Ce qu'on apprend à l'école ou ce qu'on imagine n'est pas toujours ce qu'on retrouve sur le terrain. Il est normal qu'on soit un peu désorienté dès le début et il faut qu'on se soit et avancer. Ensuite, il faut se dire qu'il faut voir chaque expérience comme un apprentissage. Même dans les environnements les plus difficiles, on arrive à développer un certain type de compétences, que ce soit l'adaptation, la gestion de stress et j'en passe. Il me permet de répondre à Nelson Mandela qui dit je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Comme additif également, je pourrais dire qu'il faut prendre un certain recul sur des situations. Parce que lorsqu'il y a des difficultés qui arrivent, on est tellement figé sur ces difficultés-là qu'on ne regarde pas, on n'a pas une vue synthétique d'ensemble sur la difficulté qui advient. Du coup, il faut prendre du recul. Et là également, je vais citer un philosophe que tout le monde connaît, Épithète, qui dit ce n'est pas ce qui arrive, ce n'est pas ce qui t'arrive, pardon, mais la manière dont tu réagis qui importe. Exactement. Voilà. Dans ce point-là, je voudrais donner une petite anecdote en ce qui me concerne. J'ai une expérience où j'étais confronté à un manager qui exerçait sur moi un management, on va dire, quasiment oppressif. Mais lorsqu'elle me faisait des feedbacks qui étaient, on va dire, désagréables, négatifs, je prenais un peu de recul. Je me disais, bon, parmi ce qu'elle a dit, qu'est-ce qui est pertinent pour moi? Je retire ce qui est pertinent et qui va me permettre d'évoluer. Et la partie désagréable, voilà, je mets ça en aparté et puis voilà, je continue. Et enfin, un dernier conseil que je veux donner à tout le monde, que je pourrais prodiguer à tout le monde, c'est de ne jamais perdre confiance en soi. C'est le moteur même, c'est l'essence même qui va nous permettre de pouvoir aller loin. Si tu as perdu confiance en toi, tu as déjà perdu la bataille. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Et vraiment, merci, Marie-Ange, pour la parole. Okay. Merci beaucoup. La confiance en soi, quelque chose de tellement banalisé. On nous apprend des notions, on nous apprend des compétences, mais comme la confiance en soi, comme la façon de se voir, tout ça, ce sont des choses qu'on néglige tellement. Et c'est tellement important. On ne peut pas s'imposer en entreprise, on ne peut pas entrer dans ce monde-là si on n'a pas un minimum de confiance en nous, un minimum de confiance en nos compétences, en nos capacités. Merci, Monsieur Kouassi. L'aîné Olivier Adiamono, avec votre regard d'expert, véritablement, quel conseil pouvez-vous donner à un jeune qui entre aujourd'hui dans l'univers professionnel, qui a l'esprit très idéaliste, qui a beaucoup d'attentes? Je vais commencer à travailler, je vais avoir une source de revenus, je serai indépendant, j'aurai de bons collègues. Quel conseil pouvez-vous donner à une personne dans ce cas? Ok, merci encore Marie-Ange pour m'avoir donné la parole. Alors, je vais dire plusieurs conseils. Voilà, plusieurs conseils que je pourrais donner à mes jeunes frères ou du moins aux personnes qui sont à l'école, qui veulent embrasser le milieu professionnel. Voilà. D'abord, ce que je peux dire, c'est de ne jamais rien prendre pour acquis. Voilà, de ne jamais rien prendre pour acquis. Le monde professionnel, tout est volatile, souvent tout est sujet à changement. Voilà, mon ami Octave, exemple, je peut nous en dire un peu plus, mais il fonctionne souvent comme un gouvernement, un griffe où tout peut changer à tout moment. Où tu vas penser que cette fois c'est la bonne, je suppose, et un bon matin, tu fais savoir que le président a changé, il a changé la manière de voir les choses, il a changé la stratégie. Donc, c'est jamais répondre pour acquis. Voilà. Le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est d'adopter une posture d'apprenant permanent. Voilà, c'est très important d'adopter une posture d'apprenant permanent. Le diplôme, c'est juste un point de départ. Voilà, c'est juste un point de départ, ce n'est pas un aboutissement. Voilà, donc il faut être curieux, il faut poser des questions, il faut observer les pratiques réelles, ce que les gens font et tout ça. Voilà, et ne pas avoir peur de faire des erreurs. Voilà, même quand on est chez soi, avec ses parents et tout, lorsque nous faisons des erreurs, souvent nos parents nous grondent. C'est pareil dans le monde du travail. Si tu arrives que tu as fait des erreurs et que celui qui est titulaire n'a pas apprécié, il peut te gronder, il peut dire certaines choses. C'est pas la peine de dire, ah, mais attends, c'est pas mon papa écrit sur moi, c'est pas mon papa il fait ceci là. Non, dans le monde professionnel, il n'y a pas de famille et tout, mais il est en droit de te sermonner pour certaines choses. Voilà, il faut juste apprendre de tout ça et puis apprendre ses erreurs et puis travailler encore un peu plus. Voilà. Il faut savoir développer son intelligence relationnelle. On a parlé d'intelligence émotionnelle, c'est très important, mais je pense peut-être que quelque part, il y a eu amalgame, peut-être quelque part, il y a eu les deux sont entremêlés, mais il faut également savoir développer son intelligence relationnelle. Voilà. Quand on parle d'intelligence relationnelle, c'est quoi? C'est tout ce qui est compétences techniques qui vont trouver des portes. Voilà, c'est un peu comme des soft skills. Voilà, savoir être à l'écoute, c'est tout ça. Voilà, savoir communiquer, adopter un bon savoir-vivre, être humble, avoir cette capacité de collaborer. Voilà, ce sont des atouts puissants pour chacun d'entre nous et tout ça fait partie de l'intelligence relationnelle. Il faut également chercher à comprendre le contexte de l'entreprise. C'est très, très important. On ne rentre pas dans l'entreprise pour rentrer. Donc, il faut essayer de comprendre comment est-ce que l'entreprise fonctionne. Quelle est la culture de l'entreprise? C'est très, très important. Il faut s'intéresser à tout ce qui est enjeu de l'organisation, quels sont les objectifs, quelles sont les contraintes et tout ça. C'est très, très important. Même si tu n'as pas un poste de décision, tu n'as pas un poste décisionnel et tout, tu peux quand même savoir, il est totalement important d'avoir une bonne lecture du contexte. Voilà, ça te permettra d'être pertinent, d'être utile, d'être visible. Tu peux savoir quel point toucher pour t'améliorer, quel point ne pas toucher pour ne pas attirer la faute sur toi. Il faut chercher également à être proactif.
Voilà, faut chercher à être proactif. Zamblé l'a dit dans son intervention, et j'ai bien apprécié. Il ne faut pas chercher à montrer que ouais, je suis le niveau, je peux tout faire et tout. Sinon, à force de vouloir chercher à tout faire, tu ne fais rien finalement. Voilà, donc il y a cette manière-là de chercher à être proactif. Ça ne veut pas dire de chercher à tout faire à la fois, mais c'est de chercher vraiment ce qui est nécessaire de faire, ce qui est juste de faire, de pouvoir dire clairement à tête à je ne peux pas, mais est-ce que vous pouvez m'aider peut-être par rapport à tête à je. Et donc il dit être proactif, en même temps être patient. C'est pas parce que tu viens d'arriver, on t'a appris quelque chose aujourd'hui, tu as monté ton cahier, tu as fait un peu de pratique, tu as maîtrisé, tu sais comment faire, qu'automatiquement, demain la semaine qui suit, tu vas demander à ton N+1 de te confier la tâche directement. Et lorsqu'il veut te confier, peut-être passer dans ton confiance, mais n'est pas encore totalement sûr, tu vas te dire que mais, ah non, mon aîné il est méchant, il ne veut pas me donner des tâches. Non, il faut être patient. C'est très important de cultiver la patience. Mais en même temps, je l'ai dit en même temps, excusez-moi, la patience, ce n'est pas en même temps aussi croiser les doigts et les bras, pardon. Voilà, ce n'est pas en même temps croiser les bras. Voilà, être patient, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire croiser les bras. Tant que je ne me donne rien, je ne fais rien. C'est très différent. Il faut faire très, très attention. Il faut également chercher à cultiver l'éthique professionnelle. Voilà. Professionnel, c'est quoi? Il ne faut pas ton patron venir te voir, mon ami, tu sais, il y a une business là. Si on essaie de faire, ça peut marcher. Mais comment ça va se passer? Tu peux aider. Non, il faut chercher à être intègre. Il faut chercher à respecter les engagements, la confidentialité de l'entreprise. C'est très important. Il y a des personnes qui arrivent dans le monde du travail, on leur donne des contrats à signer et ils ne prennent pas le temps de lire toutes les clauses du contrat. Moi, en griffe, je vais les dire, c'est pareil, c'est écrit. Dans mon contrat, par exemple, il y a une clause qui est mentionnée, donc qui dit que je n'ai pas le droit de partir, de rejoindre une entreprise directement concurrente à la mienne actuelle, ou encore je n'ai pas le droit de faire une activité pareille que mon entreprise actuelle 2 ans après ma démission. 2 ans après ma démission. Quelqu'un dirait, mais pourquoi c'était des deux que tu as signé? Est-ce que ça ne va pas te causer préjudice ou pas? Non, parce qu'après, nous sommes des humains, nous sommes des hommes et tout est négociable. Tout est négociable. Tout va dépendre de comment est-ce que tu vas te comporter dans l'entreprise et tout ça. Donc, tout peut changer à tout moment. Et j'allais dire également, un dernier point et tout, formez-vous. Voilà, formez-vous de façon continue. Je vais prendre un exemple, par exemple, lorsque j'étais encore chez Bolloré et que j'ai décidé de rendre ma démission, j'ai fait 4 ans chez Bolloré avant de démissionner. Quand j'ai démissionné, le sous-directeur export m'a reçu dans son bureau. On a échangé, il m'a dit clairement, Olivier, quand je t'ai vu la première fois arriver ici, je savais que tu allais avoir le même comportement que ton grand frère, parce que mon grand frère est un aîné également de l'académie qui était passé à Bolloré avant moi. Il est venu et quelques années plus tard, 5 ans après, je crois, il a démissionné, il est parti. Il m'a dit, je savais que tu allais faire comme ton grand frère, tu ne ressemblais pas à quelqu'un qui allait venir ici et puis durer. Parce que sincèrement, j'ai vu beaucoup de personnes passer, et quand quelqu'un vient que tu vois, tu sais que cette personne peut-être n'a pas d'ambition, bon, elle va rester à son même poste en fait. Voilà. Je dis clairement, tu pars, ça me fait mal, tu es un bon agent, tu es un bon élément pour nous et tout, mais le des conseils que je peux te donner partout tu pars, n'hésite pas de te former. Ça, c'est quelque chose qu'il m'a dit que j'ai noté quelque part dans un recoin de ma tête. Il m'a dit, n'hésite pas de te former. Forme-toi autant que tu peux. Et il m'a dit comme ça un truc qui est très important. Il m'a dit, tu sais, ce que tu as appris à l'école peut-être aujourd'hui, et en griffe, je vais le dire également, en griffe, je pense qu'aujourd'hui, avec certaines organisations qui sont mises en place, pour moi personnellement, l'Académie régionale des Saintes de la Mer devrait revoir un peu ces programmes en essayant de l'adapter un peu plus aux réalités professionnelles qui sont actuellement sur le terrain. Ça, c'est très important. Je pense qu'il y a des organisations qui sont déjà en train de veiller à cela. Voilà, ça, c'était en griffe. Voilà. Donc, il faut continuer à se former. Parce que qu'est-ce qu'il m'a dit? Ce que tu apprends aujourd'hui à l'école, sois-en sûr que peut-être dans 2 ans, 3 ans, ça sera dépassé. Dans 2 ans, 3 ans, ça sera dépassé. Et quand c'est dépassé, là, toi, tu es au travail. C'est vrai que pendant ce temps, tu es en train d'avoir de l'expérience professionnelle. Mais à un moment donné, l'expérience professionnelle, si tu ne fais pas attention, tu deviens un automate. Tu répètes les mêmes choses à chaque fois. Tu répètes les mêmes choses à chaque fois sans te former. Et c'est la formation qui va te permettre de pouvoir mieux te rendre. Je vais encore prendre le même exemple sur moi. Quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, j'ai commencé à travailler et tout. C'est vrai qu'il y avait des difficultés, comme je l'ai dit, les chocs et tout. Mais non seulement le conseil de certains grands frères, certains aînés, parce que c'est très important d'avoir des aînés ou même des mentors. Même si le mentor ne peut pas te trouver du travail, du stage, c'est intéressant d'avoir un mentor qui pourra te donner des conseils, voilà, pour t'aider dans ta vie professionnelle, ou du moins t'aider à remplacer le milieu professionnel. J'ai eu cette discussion avec un aîné qui m'a fait savoir que tu sais, quand tu entres en entreprise, fixe-toi des objectifs. Dis-toi par exemple que dans 5 ans, je dois atteindre un poste de manager. Donc, pour atteindre le poste de manager en 5 ans, qu'est-ce que je dois faire? Je sais que généralement en Afrique, du moins partout même d'ailleurs, pour avoir un poste de manager, il faut que j'ai le minimum un bac plus 5, ingénieur ou master. Donc déjà, dans ma position actuelle, qu'est-ce que je peux faire pour atteindre ce niveau si je n'ai pas le niveau en question? Moi, quand je faisais encore l'académie, c'était 2 ans. Après les 2 ans, j'ai fait une licence en management des opérations portuaires et logistiques à Agitel. Et j'ai fait après ISM Paris. C'est là-bas que j'ai fait mon master. Mais j'ai continué à me former. Là où peut-être certains amis à moi, c'était déjà peut-être mariés, avaient déjà peut-être des offres, peut-être avaient déjà des voitures et tout. J'ai fait le choix de continuer à me former. Aujourd'hui, j'ai pratiquement 8 ans d'expérience professionnelle et je suis à un poste décisionnel, je suis à un poste de direction. Donc, ils diront, ah ouais, il y a la chance, oui, il y a la chance, il y a Dieu, mais il y a le travail derrière. Souvent, quand je fais la temps de bosser, les soirs quand je rentre, il y a personne pour savoir que je suis en train de bosser. Voilà, donc c'est toujours important de continuer à se former. Et puis, on peut également, les formations qu'on vise, ne cherchons pas forcément à cocher nos habits là où notre main n'arrive pas. Je vais prendre un exemple. Je ne peux pas vouloir aller suivre une formation à HEC Paris qui va me coûter 20 000 euros parce que j'ai vu mon patron le faire. Donc, je me dis que, si mon patron a fait ce que moi, si je peux. Et après, je me rends compte que la formation coûte 20 000 euros. Pardonnez, ne vous endettez pas pour ça. Il y a des formations aujourd'hui gratuites un peu partout sur Coursera. Vous pouvez apprendre avec l'IA, que moi j'utilise beaucoup dans tout ce que je fais aujourd'hui. Ça vous permet d'avancer rapidement dans le travail. Vous pouvez essayer de faire des formations et avoir des certifications un peu moins coûteuses. Parce qu'il faut le dire, les certifications en logistique coûtent cher. Voilà, les certifications comme l'X6 Management et autres, ce sont des certifications qui coûtent cher. Mais vous pouvez choisir des certifications qui coûtent un peu moins cher. Vous pouvez commencer un peu. Participer à des conférences.
dans lesquels on aborde certains thèmes et tout ça. Et ce que je le dis, c'est pas que les gestionnaires de l'Académie des mers, hein, parce qu'aujourd'hui, à toutes les couches, toutes les écoles, pratiquement, toutes les personnes qui sont présentes, c'est valable pour tout le monde. C'est valable pour tout le monde. Et j'allais terminer également en abordant bien sûr la question de l'anglais, comme tout à l'heure. L'anglais, c'est important dans le domaine. Voilà. Dans le domaine maritime, il faut obligatoirement, je ne vais pas dire avoir la maîtrise pure, mais dans le domaine maritime, il faut nécessairement, voilà, c'est le mot idéal, il faut nécessairement faire l'effort de comprendre l'anglais ou de parler l'anglais. C'est très, très, très important. Parce qu'on est amené à parler à l'international. À l'international, la langue, c'est l'anglais. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le développement de plusieurs choses comme l'IA et autres, il va y avoir un moment où je vais te parler juste avec des écouteurs que j'ai mis et les écouteurs que tu as mis également. Je te parle de ma langue et l'écouteur traduit pour toi. Et on va pouvoir se comprendre. À ce niveau, on va se dire que bon, à quoi c'est d'apprendre l'anglais. Mais c'est toujours quand même important d'avoir ça à son acte. Donc voilà ce que je pourrais dire à tout un chacun. Et puis bon, n'hésitez pas à vous rapprocher vraiment de certains aînés, de mentors pour pouvoir vous aider dans votre évolution professionnelle. Merci. Moi, j'ai une question. Vous avez parlé vraiment de rester à certains postes, d'apprendre et tout. À quel moment partir? Lorsqu'on est confronté à de mauvaises conditions de travail, à de mauvais managers. On entend beaucoup, ça c'est la pensée populaire. Il faut rester, il faut apprendre. C'est comme ça partout. Partout où tu vas aller, tu vas rencontrer ce genre de personnes-là. On va pas forcément te prendre au sérieux, on va un peu te rabaisser, t'intimider. Mais c'est comme ça que tu dois apprendre. Même si on ne te donne pas de salaire, même si on ne te donne rien du tout, continue, vas-y. À quel moment on doit accepter ce genre de conditions et à quel moment on doit partir? D'accord. Moi, je vais dire, à quel moment est-ce qu'il faut partir? Tout à l'heure dans mon intervention, j'ai mentionné le fait qu'il faut se définir une carrière professionnelle. Voilà. Je peux me dire, dans 5 ans, je vais avoir un poste de manager, comme je l'ai allé tout à l'heure, un poste de responsabilité et tout. Je mets les moyens à ma disposition pour que dans 5 ans, ou du moins à l'approche de 5 ans, je commence à postuler. Ce n'est pas une question de quand il faut savoir partir, ou en disant, par exemple, je vais aller dans une entreprise où je me sens très bien. À Bolloré, je me sentais bien. Je me sentais bien à Bolloré. C'est pas comme si j'étais maltraité et tout. Je me sentais bien, même s'il y avait la pression et tout. Mais je me suis donné un objectif. Je me suis dit que, étant à Bolloré, si je continue dans cette lancée-là, je ne vais pas pouvoir atteindre mon objectif. Okay. Là, j'ai commencé à postuler. Je voulais dire, je pouvais postuler chaque jour à peut-être 10 offres, que ce soit en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays, que ce soit en France, au Canada. Pour la petite histoire, j'ai été contacté une fois par Amazon France. Mais j'ai été éliminé dans l'entretien, après l'entretien vidéo. Après l'entretien vidéo, j'ai été éliminé. Voilà. Au Canada également, c'était un peu pareil. Mais ça a apporté ses fruits et je suis parti. Il y a le fait également où on peut se dire que l'ambiance est toxique. Je suis passé par des entreprises où l'ambiance était vraiment toxique. Pour ceux qui me connaissent très bien, ils le savent. Je suis passé par des entreprises où l'ambiance était toxique. Je ne vais pas divulguer des noms ici. Dans ces entreprises, apparemment, il y a une dans laquelle j'ai fait que 4 mois. J'ai démissionné, c'était un poste de direction, j'ai fait que 4 mois et je suis parti. Parce que j'ai des principes. Je ne peux pas être dans une entreprise où, parce que il y a le fait de pouvoir mettre son CV capable de travailler sous pression et il y a le fait de pouvoir travailler en stress permanent. C'est pas la même chose. Travailler sous pression et travailler en stress permanent, c'est pas pareil. Et moi, je ne peux pas évoluer, je ne peux pas accepter d'évoluer dans ce genre d'environnement. À partir de cette situation-là, je me dis, il faut que je parte. Voilà, je me dis, il faut que je parte. Ceux qui disent que si tu pars ailleurs, tu ne seras pas valorisé, ou bien il n'y a rien ailleurs, ça sera pareil. Je vous le dis en même temps, c'est faux. Parce que chaque entreprise a sa culture. Chaque entreprise a sa culture. Bon, j'ai tellement tourné dans certaines entreprises que là où je suis aujourd'hui, je peux me dire que oui, effectivement, chaque entreprise a sa culture et que toutes les entreprises ne sont pas pareilles. Voilà, donc voilà, j'espère avoir répondu à la question. Si je n'ai pas donné totalement la réponse, je peux également revenir là-dessus. Merci beaucoup, Lenny. Vous avez répondu à la question. Nous allons maintenant prendre une